Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, la présidente du conseil d'administration et le directeur général de Sotas SA, Laure Sotas Solenghi et Nadir Solenghi, s'il vous plaît. I walk the line because you're mine. I walk the line because you're mine. I walk the line. Bonjour à vous deux. Alors oui, vous avez le masque, mais pas n'importe quel masque. Vous l'avez fait customiser exprès pour nous aujourd'hui. Dites-nous tout. Eh ben, il fallait choisir entre la cravate ou le masque. On a choisi le masque, mais on ne voulait pas mettre en bleu, tout bête. Vous avez bien fait de le mettre au nom de votre industrie. Alors, on l'a vu dans les images, on l'a entendu aussi, cette entreprise, c'est l'entreprise de votre papa, qui a été fondée en 1982. Donc, il y a évidemment des valeurs familiales, mais il y a aussi, on imagine, une énorme valeur sentimentale dans cette entreprise. Est-ce que ça a été clair dès le départ pour vous, que vous alliez travailler dans cette entreprise et ensuite en reprendre la direction? Alors, dès le départ, non, parce que quand on est jeune adulte, qu'on doit choisir un chemin de vie, on a juste envie de le faire de sa propre initiative et sans contrainte. Donc, mon père ne m'a jamais mis de pression. J'ai bien senti qu'il serait très heureux s'il y avait une possibilité. Mais non, domaine scientifique, de toute façon, je l'aurais fait. S'il n'y avait pas eu l'entreprise, j'aurais peut-être fait autre chose. Mais je pense qu'on n'a pas non plus un seul chemin dans la vie. Et je suis heureuse du chemin que j'ai choisi. Alors, vous êtes rentrée dans l'entreprise un petit peu avant votre mari, dites-moi si je me trompe. Vous avez occupé plusieurs postes, notamment à la vente. Ensuite, votre mari vous a rejoint. Et on peut dire que vous combinez, je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot-là, que en tout cas, vous êtes deux parties d'une seule et même entité, qui est cette entreprise. Vous êtes passé quasiment à tous les postes. Quelle vision ça vous donne aujourd'hui sur votre entreprise ? Alors, une vision assez complète. Moi, j'avais 8 ans quand l'entreprise a été créée. J'ai grandi avec. Et on a une complémentarité qui fait que ça, je pense que ça fonctionne bien. Et oui. Et pour vous, Nadir, si je puis me permettre de vous appeler par votre prénom, quand vous êtes arrivé dans l'entreprise, en tant que beau-fils, c'est déjà pas une position facile, mais en plus, quand on travaille sous les ordres de son beau-père, qu'est-ce que ça donne ? Alors, à l'époque, Bernard Sotas, il m'a vite fait comprendre qu'il n'y avait pas de raccourci et qu'il fallait faire encore autant plus de preuves pour gagner sa place. Alors, ça, c'est sûr. Puis c'est aussi comme ça qu'on le souhaiterait. Est-ce que ça s'est imposé à vous le jour où il a décidé justement de passer la main à sa fille et donc à vous aussi de reprendre la direction de cette entreprise ? Je pense que dès le moment où on a mis le pied dedans, on ne pouvait plus le quitter, on ne pouvait plus la quitter, l'entreprise. C'est addictif. C'est addictif, donc c'est jusqu'au bout. Et si ça se trouve, la prochaine génération, ce sera vos enfants alors, de dirigeants. On a mal fait les calculs parce que quand nous, on aura 65 ans, eux, ils en ont 30 et c'est peut-être un petit peu jeune. Mais enfin, il faut qu'ils soient aussi audacieux s'ils veulent le faire. On verra ça d'ici là. Ah, on le sait, dans les entreprises familiales, il y a toujours un élément clé qui est justement la passation de pouvoir entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Comment ça s'est passé chez vous ? Ça s'est préparé longtemps à l'avance, en fait. Je pense qu'on a commencé les discussions, c'était en 2003. 2006, il y a certains pas qui ont été faits. 2010, on a repris. Il y a eu du travail qui a été fait de part et d'autre, de la préparation accompagnée aussi. Et voilà, je pense que mon père a eu la grande intelligence de quitter complètement, dès le moment où nous on était à la tête, il a quitté complètement, il ne s'est plus mêlé de l'opérationnel. Et je pense que c'est une preuve de respect, d'intelligence et pour la pérennité de l'entreprise aussi. Donc on sait que cette période, qui est une période de transition, ça peut être des fois une période un peu de mise en danger pour une entreprise, parce qu'il faut retrouver un nouveau rythme. Est-ce que vous avez ressenti ça, ou est-ce que ça s'est passé de manière très fluide ? On n'a pas le temps de réfléchir tellement au quotidien. On avait pris un coach qui nous a accompagnés, autant lui et son épouse que nous. Et puis, c'est vrai que Bernard Sotas est une forte personnalité, le patron fondateur de l'entreprise. Puis tout le monde disait, mais il ne va jamais quitter. On va se marcher sur les pieds, ça ne va pas fonctionner.
Et 2 ans avant, on lui a dit, mais si tu veux vraiment quitter à cette date, 2 ans avant, tu le communiques et on s'y tient. Et il l'a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et il l'a fait. Donc ça, c'était quand même la preuve d'une certaine sagesse, évidemment. Tout à fait. Et je pense que vous en avez bénéficié. Oui. Alors aujourd'hui, l'entreprise, elle a presque 40 ans. Comment est-ce que vous qualifieriez son évolution? Stable, moi je dirais walk the line. On a une ligne, on a des valeurs qu'on suit. On n'a pas eu, heureusement, ni de restructuration ni de grosses périodes de croissance qui pourraient déstabiliser totalement une entreprise. On a un seul site, on est dans un seul pays, alors on exporte notre produit, mais disons le cœur de la fabrication, elle est sur un seul site. Donc moi je dirais la continuité. La continuité, une certaine stabilité. Ah, mais complètement, et c'est ça qui fait le sens aussi pour les collaborateurs. Ils s'identifient, ils ont confiance. Ils savent pourquoi les valeurs sont restées les mêmes, les lignes les mêmes, la philosophie. Et c'est ça qui nous pousse en avant. Mais vous disiez aussi, enfin c'est moi qui le disais, mais je l'ai tiré de chez vous évidemment, que vous transportiez ces valeurs d'authenticité et d'audacité aussi. Qu'est-ce que c'est pour vous ces valeurs d'authenticité? De toute façon, on se rend compte que si on n'a pas la confiance des collaborateurs, on va nulle part. Et ça se voit surtout ou principalement dans les périodes en difficulté. Et on ne peut pas avoir la confiance totale des gens si on n'est pas authentique. On ne peut pas se cacher. Donc il faut avoir confiance en soi et puis être comme on est. Et puis, il faut travailler dur pour y arriver. Oui, ça c'est certain, j'imagine. Donc on a parlé d'audacité, d'authenticité. Il y a aussi l'innovation, qui est une valeur qui vous est chère, comme à beaucoup d'entreprises d'ailleurs, parce que je pense que c'est une valeur clé sans laquelle il est difficile d'avancer, surtout dans une période comme celle où on vit, que l'on vit actuellement. Comment ça se traduit chez vous, cette innovation? Je pense que c'est un esprit d'abord. C'est un esprit de jamais considérer que les choses sont acquises, de toujours chercher à s'améliorer. Ponctuellement, on a eu des gros chantiers qui nous ont fait grandir, qui étaient difficiles sur le moment de les exécuter, mais qui nous ont chaque fois fait grandir, qui nous ont fait passer des paliers et qui nous ont forcés à s'orienter solutions et trouver des nouvelles manières, en fait. Parce que sans se remettre en question et chercher d'autres solutions ou d'autres manières d'approcher les choses, ça reste un marché très concurrentiel. C'est une succession de résolutions de problèmes, c'est un marché assez dur. Donc, si on n'a pas des sucres, je dirais, des motivations, que ce soit dans des produits ou dans des manières de fonctionner avec les gens, par des événements ou pour fédérer nos collaborateurs, ça pourrait devenir lassant. Donc, c'est important pour la motivation, d'avoir envie de venir au travail. Vous parlez de se remettre en question, mais concrètement, alors vous vous êtes remis en question sur quoi? On se rend compte qu'on doit changer de manière perpétuelle nos idées et se remettre en question. S'il y a 4 ans, 5 ans, en 2015, avec l'abandon du taux plancher de l'euro, on s'est trouvé en difficulté ou sous pression avec une concurrence des entreprises étrangères qui venaient en Suisse. Et on s'est dit, on va plutôt se consolider, ne pas engager du monde et essayer de maîtriser comme on est. On se trouve à quelques mois, quelques années après, où la conjoncture dans le secteur de la construction a quand même bien fonctionné ces dernières années. Puis du coup, il faut dire, mais là, on veut grandir, on a besoin et la capacité de grandir, on a les compétences, la stabilité pour y aller et on a des opportunités. Et on se trouve aujourd'hui à pratiquement 50% de plus de personnes en moins de 5 ans. Alors qu'avant, on disait qu'on voulait se stabiliser, et là, on se remet en question, et on est prêt aussi à changer la vie. Alors, c'est quelque chose, j'imagine, qui vous a aidé pendant la période qu'on vient de traverser. Ça a été une des valeurs sur lesquelles vous vous êtes appuyé pendant cette pandémie? Vous êtes sympa parce que vous vous regardez, vous dites qui va prendre la parole en premier? Non, je te laisse, vas-y. Non, qui a la meilleure? Ou alors c'est de la peur, je ne sais pas. Allez, qui veut répondre? C'est lui la bête de scène.
Donc la question, c'était de savoir comment vous avez vécu cette période de pandémie et sur quelle valeur vous vous êtes appuyé pour pouvoir justement survivre à ça et puis se remettre en question, justement. Alors, je pense que la valeur qui nous a guidés, c'est la protection de nos collaborateurs et la confiance qu'ils pouvaient avoir dans l'entreprise. Parce qu'au début, le climat était très anxiogène. On ne savait pas où on allait aller. Étant Tessinois d'origine, donc très proche de l'Italie, on a vu vraiment ce qui se passait là-bas. Et c'est vrai que ça faisait peur. Et il ne fallait pas que ça se traduise en peur chez nous, mais que ça se traduise en mesure et que les gens se sentent protégés. Et donc, on a dû prendre certaines mesures. À un moment donné, on a dû arrêter tout le monde, en fait, sur les chantiers, parce que les chantiers, on travaillait beaucoup sur Genève et Lausanne. Genève, ça avait arrêté d'office. C'est vrai. Lausanne, les collectivités publiques aussi, mais les autres chantiers pas. Et le reste des chantiers, on fait quoi? On a une partie des collaborateurs qui vont sur les chantiers et les autres sont à la maison. En plus, on ne trouvait pas de masques et on ne savait pas s'ils étaient efficaces ou pas. Donc là, on a mis tout le monde à la maison. Puis je pense que à un moment donné, c'est une confiance dans l'entreprise. On a montré à nos personnes, on a aussi continué à communiquer avec eux, même ceux qui n'avaient pas d'adresse mail. On a trouvé un moyen pour leur envoyer des messages régulièrement pour qu'ils se sentent toujours partie intégrante de l'entreprise et qu'on pensait à eux. Et c'est de l'authenticité aussi. On a parlé avec notre cœur. Et puis c'est ça qui nous a fait traverser cette période. On imagine aussi que de prendre de telles décisions, quand on se retrouve un petit peu, comme on dit en français, le cul entre deux chaises, c'est quand même extrêmement difficile en tant que dirigeant de dire « Ok, on fait ça », parce qu'on n'a aucune certitude que ce soit la bonne décision. Donc comment est-ce que vous avez fonctionné? Vous vous êtes concertés entre vous? Vous avez discuté avec tous les membres de l'entreprise? Oui, d'abord, on se rend compte qu'on est vite seul, parce qu'il n'y a pas beaucoup de consultants qui viennent nous dire ce qu'il faut faire. Donc, c'est totalement une situation inédite. On ne sait pas quoi faire. On ne nous dit pas quoi faire. Est-ce qu'il faut mettre le masque? Est-ce que les syndicats nous disent que mettre le masque 8 heures, ce n'est pas possible? Est-ce que le masque est suffisant comme protection, etc. Et là, on s'est réunis, les Suisses à la direction. On a discuté longuement, puis on s'est dit, mais la seule chose qu'on doit faire, c'est protéger les gens. Donc, dans l'immédiat, on stoppe, on va sur tous les chantiers, on contrôle si les conditions sont réunies et on y retourne dès que c'est possible. L'entreprise, elle doit fonctionner, mais on ne veut pas prendre ce risque-là. Et les gens, ils ont vraiment la solidarité qu'on a découverte là derrière. Il y a des gens qui nous ont dit, on propose de posticiper 1 ou 2 mois le salaire, voire d'y renoncer si l'entreprise est en difficulté. Ah oui. Alors ça c'est bon pour les prochains 20 ans. On a une confiance imbattable avec des messages comme ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ça? C'est chaud au cœur. Là, on se rend compte qu'on n'est pas seul. On est tous ensemble et puis on décide, mais on décide pour eux. Là, la force, si jamais elle devait nous manquer, on a toute la force qu'il faut pour y aller. Et là, on est paré pour la suite. Ouais. Alors maintenant qu'on a quelques mois de recul de toute cette période qui était quand même en effet très anxiogène, où il y avait toutes sortes d'infos qui arrivaient, donc on ne savait pas ce qui était vrai, ce qui était faux, comment est-ce que vous percevez les décisions que vous avez prises a posteriori? Je pense qu'on a pris les bonnes décisions avec bon sens. C'était ça notre motto, parce qu'on aurait pu se verrouiller complètement, imposer beaucoup de choses à nos collaborateurs, mais finalement, dans les bureaux, quelqu'un qui travaille seul, il n'a pas besoin de masque. Donc, je pense qu'on a fait les choses avec bon sens, les gens l'ont ressenti aussi. Mais après, on ne sait pas comment ça va continuer. Bien sûr. Donc, ça change de semaine en semaine. Est-ce que vous avez quand même un enseignement que vous avez retiré de cette période-là en tant qu'entreprise? Oui, certainement. La partie agréable, mais fondamentale aussi pour y arriver, c'est qu'en tant que PME ou entreprise familiale, on est là, on réfléchit, on essaie de comprendre, on peut agir très, très, très rapidement. On parle d'agilité, évidemment, mais on peut prendre une décision sur l'instant même, mettre en place des mesures, etc. On a aussi vite fait à se retrouver 2 fois par semaine, tous ensemble, parce que ce qu'on décide aujourd'hui, demain, il fallait le changer. Ça, c'était quelque chose, normalement, on fait une séance 1 fois par mois, pas 2 fois par semaine. Ouais, et tout le monde a joué le jeu, puis c'est quand même
décisif de pouvoir y aller tout de suite et pas commencer à faire des Oui, il y avait quand même procédures. une certaine flexibilité qui était là du fait que vous n'étiez pas une entreprise immense avec des milliers d'employés. Je vois que le temps passe beaucoup trop vite, il me reste 2 minutes. Je voulais quand même vous poser des questions, je pense que tout le monde se la pose, mais quand on voit un couple à la tête d'une entreprise, couple à la ville et au travail, on se dit mais comment vous faites ça ? C'est un petit peu un exercice d'équilibriste, quoi. Est-ce que vous êtes toujours d'accord ? Est-ce que vous regardez toujours comme ça ? Ou est-ce que vous disputez des fois ? Comment ça se fait ? On se dispute jamais. On n'a de toute façon pas le temps de se poser la question, donc ça facilite la chose. Non, mais on a quand même, on a un code, on a une double ligne continue, ça c'est le travail et ça c'est la maison. Okay. Et en ligne générale, on n'amène pas le travail à la maison. Si on a quelque chose qu'on doit discuter, on se le dit, on prend 15 minutes, on discute, etc. Après, on a 2 garçons à la maison, c'est eux qui s'occupent de nous faire changer les idées, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et ils nous empêchent de parler de travail. C'est vrai ? Ah oui, oui. Et ça marche ? Ben, pas le choix. Donc en fait, faites des enfants, quoi. Si vous travaillez ensemble, faites des enfants, c'est ça ? Je viens encore rapidement sur une autre thématique aussi qui est celle des valeurs que vous avez décidé de mettre en avant. Et je sais que vous faites très attention, notamment, on l'a dit, à l'innovation, mais aussi à la formation des jeunes talents. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis, il y a aussi des valeurs d'écologie, notamment dans le choix de vos matériaux. Comment est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas si évident en tant qu'entreprise d'accès là-dessus. Bon, on l'a prouvé avec cette école du métal qu'on a créée il y a 15 ans, mais pas parce qu'on avait envie de faire de la formation, c'est qu'on avait une pénurie, on ne trouvait plus personne qui faisait ce métier-là, le marché, la région était sèche. Donc il y avait un besoin. Il y avait un besoin, puis on a vu que ça fonctionne et on vient de décider de lancer l'année prochaine, rentrée 2021, basée sur la même philosophie, une école de dessin technique sur métal en 3 dimensions, pour parer à ce problème-là. Donc on n'est pas une école, mais à un moment donné, le rôle de l'entreprise, ça deviendra de plus en plus de former les gens à faire exactement ce dont on a besoin, parce que de toute façon, ça change tellement vite que les écoles n'arriveront jamais à suivre. Donc d'une certaine manière, il y a une sorte de responsabilité sociale de la part des entreprises, selon vous ? Responsabilité sociale, et vous avez vu dans le film, de voir ces jeunes qui sont en apprentissage et qui ont un sourire pareil, je veux dire, c'est ça qui nous motive. Finalement, c'est que les gens aient du plaisir au travail et de les voir évoluer, c'est très valorisant. Bon, voilà, ça y est, c'est déjà terminé. Je vous remercie en tout cas d'être venus nous trouver. Oui, on peut les applaudir, merci. Nadir, Elor, Solengi, Sota Solengi.